commencer. Louis XVI, on t'a guillotiné. Macron, ça peut recommencer. Louis XVI, on t'a guillotiné. Macron, ça peut recommencer. Louis XVI, on t'a guillotiné. Macron, ça peut recommencer. Louis XVI, on t'a guillotiné. Nous on est là. Pour défendre les retraités, pour défendre les gilets jaunes, et on est là. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour défendre les retraités, pour défendre les salariés, pour défendre les gilets jaunes, nous on est là. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre les gilets jaunes, nous on est là. C'est pas les salariés, c'est pas les retraités, c'est les profits qu'il faut taxer. C'est pas les salariés, c'est pas les retraités, c'est les profits qu'il faut taxer. C'est pas les salariés, c'est pas les retraités, c'est les profits qu'il faut taxer. C'est pas les salariés, c'est pas les retraités, c'est les profits qu'il faut taxer. C'est pas les salariés, c'est pas les retraités, c'est les profits qu'il faut taxer. Puisque la provocation, celle qu'on n'a pas dénoncée, ce fut de nous envoyer en réponse à nos questions vos hommes bien lunettés, bien casqués, bien boucliers, bien grenadés, bien soldés, d'où nous sommes mis à crier. À bas l'État policier, à bas l'État policier, à bas l'État policier. Parce que vous avez posté dans les cafés, dans les gares, des hommes aux allures bizarres pour ficher, pour arrêter les criminels, les Joshua, au nom de je ne sais quelle loi, et beaucoup d'autres encore, nous avons crié plus fort. À bas l'État policier, à bas l'État policier, à bas l'État policier. Mais ce n'était pas assez pour venir à bout de nous. Dans les facs, à la rentrée, vous frappez un nouveau coup. Face aux barbouzes, aux sportifs, face à ce dispositif, nous crions assis par terre, des beaux-arts jusqu'à Nanterre. À bas l'État policier, à bas l'État policier, à bas l'État policier. Vous êtes reconnaissables, vous les flics du monde entier, les mêmes imperméables, la même mentalité. Mais nous sommes de Paris, de Prague, de Mexico et de Berlin à Tokyo, des millions à vous crier. À bas l'État policier, à bas l'État policier, à bas l'État policier. Le peuple uni jamais ne sera vaincu. Debout, chantons, nous allons triompher. Ils avancent déjà, les drapeaux unifiés. Et tu viendras, marchant à mes côtés. Et tu verras fleurir ton chant et ton espoir. La lumière rouge d'un lever de soleil annonce déjà la vie qui reviendra. Debout, combattons, le peuple triomphera. Elle sera meilleure, cette vie qui vient là.
conquérir le bonheur en une clameur. Mille voix de combat se soulèveront ensemble, chansons de liberté, et dans nos cœurs la lumière grandira. Maintenant le peuple se soulève dans la lutte, criant d'une seule voix de géant en avant. Le peuple uni, jamais ne sera vaincu. Le peuple uni, jamais ne sera vaincu. Debout chantons, nous allons triompher. Ils avancent déjà, les drapeaux unifiés, et tu viendras marchant à mes côtés, et tu verras fleurir ton chant et ton espoir. La lumière rouge d'un lever de soleil annonce déjà la vie qui reviendra. Debout combattons, le peuple triomphera. Elle sera meilleure, cette vie qui vient là. Allons gagner, conquérir le bonheur en une clameur. Mille voix de combat se soulèveront ensemble, chansons de liberté, et dans nos cœurs la lumière grandira. Maintenant le peuple se soulève dans la lutte, criant d'une seule voix de géant en avant. Le peuple uni, jamais ne sera vaincu. 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 El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois Thomas Porcher, économiste, membre des économistes atterrés. Son dernier ouvrage vient de sortir aux éditions Fayard et s'intitule « Les délaissés ». Bonjour Thomas Porcher. Bonjour. On vous connaît pour être très critique vis-à-vis de la politique économique de ce gouvernement. Mais là, il y a un aspect un peu différent dans votre ouvrage. Vous vous engagez personnellement, vous nous parlez de votre enfance, de votre parcours, de vos parents et de vos grands-parents. Pourquoi ? Et parce que je voulais montrer que la science économique, c'est quelque chose de concret, qui touche les gens. C'est pas être économiste, c'est pas rentrer des données sur un tableur Excel et de trouver des résultats et de dire voilà, j'ai trouvé ces résultats et rien ne se passe. Non, non, tous les choix de politique économique ont un impact sur des populations. Et moi, à travers mon parcours du 93 jusqu'à Paris, ou mes rencontres aujourd'hui dans mes combats avec les Gilets jaunes ou autres, j'ai voulu montrer que la politique économique a un impact concret sur les gens et je voulais mettre en avant cet impact. Sur votre parcours aussi. Ça a un impact direct sur votre parcours. C'est comme ça que vous êtes un peu rentré à la Sorbonne. Vous n'y croyez pas même quand vous êtes jeune. En fait, ce que je dis, c'est que j'ai vu tout de suite dans les années 90 les effets en fait, de la mondialisation, de la libéralisation de l'économie et même de l'austérité budgétaire dans une certaine mesure sur les parents de mes camarades de classe qui ont été au chômage parce que les usines ont fermé, certains ont sombré dans l'alcool. J'ai vu ces avis d'huissiers que les familles tentaient de cacher. Enfin, j'ai vu tout ça et concrètement, je m'en suis rendu compte à la Sorbonne que c'était le résultat de politiques économiques qui avaient été appliquées et que la mondialisation ne profitait pas à tous, mais elle profitait à certains et elle contraignait d'autres parties de la population dont les parents de mes camarades faisaient partie. Alors ce livre s'intitule donc « Les délaissés ». Qui sont-ils ? Mais les délaissés, c'est... Alors j'ai pris plusieurs catégories, mais les délaissés, grosso modo, c'est 85% de la population française que j'ai regroupé en 4 catégories pour montrer que c'était des catégories qu'on opposait volontairement souvent en politique. C'est-à-dire j'ai pris la catégorie des gilets jaunes, qui sont les habitants des territoires, la catégorie des habitants des quartiers populaires des banlieues, les agriculteurs et aussi les cadres moyens qui sont en voie de déclassement. Alors si on reprend ces 4 catégories, on va commencer par les banlieusards. Ça, c'est plutôt connu depuis 3-4 décennies, qui sont un petit peu à part et qui souffrent beaucoup plus de cette catégorisation que vous appelez mondialisation, financiarisation et austérité. Oui, tout à fait. Alors les banlieusards, souvent, on les oppose
aux habitants des territoires, mais ils subissent en réalité les deux la même chose. Les banlieusards ont vu fermer leurs usines, hein, les usines d'Aulnay, etc., ce qui a rendu ces quartiers populaires qui devaient loger en fait les travailleurs des usines extrêmement pauvres, ce qui a fait exploser la délinquance avec des problèmes que l'on connaît aujourd'hui. Et puis on se rend compte que cette dynamique a été accélérée, notamment avec Emmanuel Macron et François Hollande, qui ont retiré des moyens aux collectivités locales. Donc le résultat, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, vous regardez un lycée, par exemple, où j'ai été à la Courneuve, Jacques Brel, vous avez 40% des parents de ces élèves qui sont sous le seuil de pauvreté. Vous voyez, donc ils sont très pauvres. Et qu'est-ce qu'on fait? On retire des moyens à ce lycée, on supprime les cours du soir, on passe les classes à 35. Donc on laisse beaucoup moins de chance à ces habitants qui sont majoritairement jeunes pour qu'ils puissent prendre l'ascenseur social. Deuxième catégorie, les agriculteurs qu'on a délaissés depuis des années. On se fichait un petit peu d'eux, mais là, vous nous dites que le système les oblige à produire plus, mais en même temps à gagner moins. Tout à fait. On a ouvert les marchés, on a dit aux agriculteurs, vous allez avoir des débouchés, ça va être très bien, ce qui a fonctionné pendant un moment. Et maintenant, aujourd'hui, ces agriculteurs sont concurrencés par une agriculture venant d'Amérique du Sud. Et donc, ils ont énormément de mal à tenir la compétitivité. Donc, plus ils ont été compétitifs ces dernières années, plus ils ont été productifs, et finalement, moins ils ont gagner d'argent. À cela, il faut ajouter la financiarisation des prix. Aujourd'hui, les prix des matières premières sont déterminés sur les marchés financiers par des produits financiers, notamment le Goldman Sachs Commodity Index, qui fait que les gens n'arrivent plus à déterminer les quantités à produire ni le prix que ça va leur rapporter. Donc, comment voulez-vous qu'ils fassent des investissements qui sont des investissements sur plusieurs années? Indice dans lequel on met l'agriculture, les matières premières, on va mettre le du pétrole, dollar, du pétrole, on met tout et n'importe quoi. Voilà, tout et n'importe quoi. Et quand le pétrole bouge, tout le reste bouge avec, alors qu'il n'y a aucun lien entre les fondamentaux finalement de ces matières premières. Alors les gilets jaunes, on a connu ça, les manifestations tous les samedis. Les gilets jaunes, c'est exactement comme les banlieusards. Ils sont victimes de la mondialisation avec leurs usines qui ont fermé, de l'austérité budgétaire parce qu'il y a moins d'argent pour eux, et de la financiarisation qui a accéléré la fermeture de ces usines. Sauf qu'ils n'ont pas la même fonction que les banlieusards. Les banlieusards, ça doit être finalement un espèce de panier à main-d'œuvre visant à servir les centres-villes, hein, Deliveroo, etc., Uber, alors que sur les habitants des territoires, on leur donne un discours que Macron a tenu de mobilité, de formation. Vous devez vous former, vous devez être mobile, aller trouver du travail. Discours qui a été tenu par les prédécesseurs un petit peu aussi. Tout à fait, en fait. Mais on se rend compte en réalité que ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu finalement la mondialisation qui a fait fuir les usines dans des contrées où le coût de la main-d'œuvre était moins cher. Et dans le même sens, plutôt que l'État qui pourrait contrebalancer cette mondialisation, l'État s'est retiré au même moment, laissant cette population finalement livrée à elle-même. Certains trouvent des emplois mal payés avec les nouveaux Américains comme Deliveroo, Uber et ainsi de suite. Et les autres sont laissés comme ça dans leur territoire et à eux de se débrouiller. Quatrième catégorie, les cadres. Et là, vous dites qu'en gros, la vague est en train de les toucher. Tout à fait. Les cadres, en fait, votent plutôt pour Emmanuel Macron. Ils, pendant très longtemps, été présentés comme des gagnants de la mondialisation. Mais on se rend compte que c'est une courbe en U. Vous avez des cadres super qualifiés dans le digital qui, eux, s'en sortent très bien. Mais vous avez des cadres moyens qui sont de plus en plus aspirés, comme les employés il y a quelques années, et qui se déclassent d'année en année. Et quand on regarde les salaires finalement des managers et même des ingénieurs ces 15 dernières années en constant, hein, on se rend compte que finalement ils gagnent moins qu'il y a 15 ans. Et comme les managers, dans 80% des cas, ils trouvent leur premier emploi sur Paris, ils ont fait Bac+5, ils se retrouvent dans des studios à Paris, et on a beau leur dire vous êtes des gagnants de la mondialisation, ils s'en rendent absolument pas compte. Et donc ces gens-là devraient regagner finalement le sort, enfin en termes de vote, en termes de réclamation, du reste de la population, plutôt que de penser comme des vainqueurs, parce que la réalité, c'est qu'ils ne sont plus des vainqueurs et qu'ils vont rejoindre le sort des employés qui a rejoint déjà le sort des ouvriers. Alors dites-nous, Thomas Porcher, est-ce que les élites dirigeantes sont conscientes de ces délaissés, 85% de la population, vous le rappelez, et est-ce qu'il y a un objectif précis? C'est ce que vous dites un petit peu, mais je vous laisse l'expliquer. C'est 85% de la population à différents niveaux. Moi, c'est ça que j'ai voulu montrer. Les cadres, quand même, souffrent moins que les gilets jaunes, que les banlieusards. Mais ce que je voulais montrer, c'est qu'il y avait un bloc comme ça, que tout oppose culturellement, géographiquement et parfois même socialement, mais qui doit se ranger du côté justement des délaissés face au reste. Et quand on regarde aujourd'hui les stratégies politiques, c'est d'avoir accès au deuxième tour, c'est-à-dire de faire 20%, 15-20%, vous voyez, on est vraiment dans... Et donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On oppose de manière horizontale tous ces délaissés. On oppose les habitants des banlieues aux habitants des territoires, on oppose les agriculteurs aux cadres. Voilà, on fait... Alors que le vrai problème, c'est une opposition verticale pour une meilleure répartition des richesses. Parce que ces 30 dernières années, le PIB a monté en flèche, a augmenté en flèche. Les 1% les plus riches ont réussi à avoir une plus grosse partie de cette augmentation de la richesse, contrairement au reste de la population. Alors qu'entre 1950 et 1970, c'était le reste de la population qui prenait une plus grosse partie des richesses créées. Donc aujourd'hui, il faut inverser ce rapport de force. Et pour ça, il faut que ces 85%, au-delà de ces différences, arrivent à se conscientiser comme une classe
C'est ça le vrai défi. Ça, c'est votre solution. Et juste avant de revenir à votre solution, est-ce que ces élites dont vous dites qu'elles sont parfaitement conscientes de ce qu'elles sont en train de faire vis-à-vis de ces 85% ne se posent pas la question de l'histoire qui nous a, on sait ce que l'histoire nous amène, là où elle nous amène à partir des années 30, on sait ce que ça peut amener. Moi, je pense qu'aujourd'hui, elles ont parié sur la division de ces classes-là. Et parfois, ça les arrange. Vous voyez, il y a des choses qui les arrangent. Quand on s'oppose sur des questions sociétales sans remettre en cause le modèle économique, ça les arrange finalement. Quand vous voyez que Nike, qui fait de l'évasion fiscale, est très contente de financer des associations de lutte contre le racisme, et moi je ne sais pas où d'autres qui financent... Elles n'ont pas peur que ça explose et que ça aille vers un vote populiste. Ça peut exploser, je pense qu'elle regarde ça avec attention. Mais globalement, tant qu'on ne remet pas le modèle économique en cause, elles se disent que bon, à part l'explosion qu'il peut y avoir, comme il y a eu un peu avec les Gilets jaunes, qui a fait extrêmement peur effectivement, et qui a été, on l'a vu... Mais je parle d'explosion en termes de vote politique, moi. Des extrêmes. La peur, c'est de toujours jouer avec le feu, comme l'a fait depuis très longtemps les sociaux-démocrates et les libéraux, c'est de jouer avec le Front National, en le faisant monter et en se présentant comme le dernier rempart. Ça a marché en France, jusqu'à quand? Voilà, ça n'a pas marché dans d'autres pays et les votes populistes a gagné. Mais voilà, mais je pense que tant qu'elle pense qu'il y a une possibilité que le vote social-démocrate libéral l'emporte, tant qu'on ne remet pas en cause le modèle économique, toutes les oppositions de type horizontal leur conviennent. Et les Verts, qui ont quelques succès ces derniers temps d'un point de vue électoral, ils seraient porteurs d'une alternative de changement de modèle? Moi, à la fin, j'ai pas choisi de parti. Hein. Vous avez vu à la fin du livre, je dis seulement qu'il faudrait que ces gens-là fassent comme la majorité, enfin la minorité des plus riches, c'est-à-dire choisir un candidat qui serve leurs intérêts au-delà de leurs divergences. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont voté Macron et pour probablement financer en partie Macron, qui probablement s'opposaient ou ne s'entendaient pas, mais se disaient que c'était le candidat le meilleur pour servir leurs intérêts. Et bien les 85% de la population doivent trouver aujourd'hui ce parti, ce mouvement, ce candidat qui sert leurs intérêts et faire en sorte de voter pour lui plutôt que de s'opposer sur des questions annexes. Parce que le modèle économique, je veux dire, quand on retire des moyens à des villes, on frappe tout le monde, quelle que soit sa religion, sa couleur de peau, etc. Donc c'est important aujourd'hui de remettre en cause ce modèle économique et après, bien sûr, de régler les questions sociétales qui restent très importantes. Dernière question, Thomas Porcher. Il n'y a pas de conscience de cette classe, de ces 85%. Non. Donc comment on fait? Il faut, justement, c'est un peu l'objet de ce... Il n'y a pas de conscience réelle parce qu'il y a de trop grosses différences culturelles, géographiques, etc. Mais après, il faut que les gens arrivent à se conscientiser derrière. C'était mon rôle. Alors peut-être que j'ai un biais parce que je suis économiste, mais derrière, le combat de ce modèle économique qui les frappe tous d'un coup, quelle que soit leur géographie, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur origine. Et là-dessus, quand on aura conscientisé ça, qu'on n'est pas obligé d'avoir énormément de points communs avec un autre délaissé, mais l'important est de comprendre que le modèle économique pèse de la même manière sur nous. Et là, je pense qu'on peut avoir une possibilité de bascule. Cette conscientisation, elle partirait par un homme ou une femme ou par vraiment un nouveau modèle qui n'arrive pas, à part peut-être celui alternatif des Verts? Alors moi, j'ai une deuxième partie où je propose tout un modèle économique. Enfin, c'est des points comme ça qui permettent d'ancrer des gens. Voilà, parce qu'il y a des volontés, je trouve, en ce moment, de manifester, de s'opposer. Et je trouve ça juste. Mais il faut aller plus loin en proposant. C'est pour ça que moi, dans la deuxième partie, j'ai proposé des termes sur le modèle social, l'État stratège, la transition énergétique et ainsi de suite, pour que les gens aient des points de convergence des luttes. Parce qu'il y a une convergence des luttes qui essaye de se faire. Et je pense que si on leur donne des points de débouché, elle peut s'accroître. Maintenant, on verra. Voilà. Je pense que si un parti arrive à jouer finalement la convergence des luttes plutôt que la division, l'opposition, il gagnera. Mais c'est très difficile. C'est un jeu quand même d'équilibriste qui peut être très compliqué. On verra donc. Merci beaucoup Thomas Porcher pour vos réponses. L'invité de l'économie, c'est terminé. Mais évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com. Au revoir. Le troisième paragraphe, vous pouvez me le relire? Alors, il ne suffit pas de dire que nous allons lutter contre le monde de la finance comme si ce monde était une armée abstraite, sans soldats, sans division. Cette armée est concrète. Et de quoi? De qui est-elle faite? Par exemple ici en France. La réponse est simple mais terrible. Le monde de la finance, ce sont nos enfants. Oui, les enfants de la République. Je vais même aller plus loin, ce sont nos meilleurs élèves. Ceux-là même que notre école républicaine a révélés, accompagnés, instruits,
élevée jusqu'à l'excellence. C'est quand même un peu violent, non? Non, je crois pas. Vous aimez bien mentir. Allez-y, continuez. Ceux que l'on appelait encore autrefois, un peu naïvement, l'élite de la République. Ils étaient hier scientifiques, ingénieurs, professeurs, médecins, architectes, généraux. Aujourd'hui, ils se pressent, dès leur vingtaine, aux portes des plus grandes banques et des plus grandes entreprises financières. Mes amis, mes camarades, qu'avons-nous fait de nos enfants? C'est quand même violent. Hein. Qu'avons-nous fait de nos enfants, les plus brillants d'entre eux, de ceux qui auraient dû mener notre pays vers le progrès social, vers une solidarité plus profonde et plus efficace? Pour reprendre la célèbre phrase de Mario Vargas Llosa, à quel moment la France s'est-elle foutue en l'air? Non. Pour paraphraser Mario Vargas Llosa, à quel moment la France s'est-elle foutue en l'air, c'est beaucoup moins lourd. Alors, pour paraphraser Mario Vargas Llosa, à quel moment la France s'est-elle foutue en l'air? Ça déménage hein, quand même. Continue. À quel moment son école a-t-elle retourné la République contre elle-même? À quel moment a-t-elle fabriqué ce nouvel individu sans attachement national, sans sentiment de solidarité avec son prochain? Quand a-t-elle enfanté ce citoyen du monde qui part travailler dans toutes les cities, tous les Wall Street du monde et qui paye de moins en moins ses impôts en France? Voilà, on en est là. C'est bon, hein. C'est vraiment très très bon. Il y a une répétition de monde, mais je pense que ça va passer. Donnez-moi vos notes. Maintenant, je vais vous dicter. S'il y a quelque chose qui ne va pas, vous me le dites. On reprend, d'accord? C'est à la République de répondre. C'est à la République de contre-attaquer, non? C'est à la République de contre-attaquer. Non. C'est à la République de faire sa révolution. Non, ça ne veut pas dire grand-chose, la République a déjà fait sa révolution. Non. La France a fait sa révolution, mais maintenant on est en République. Ok. C'est à la République de faire sa révolution. C'est bon cette formule, non? Oui. Non? C'est à la République de faire sa révolution et c'est à son bras le plus puissant d'agir. Je veux bien sûr parler de l'école, et en particulier de nos meilleures écoles, celles que le monde entier nous envie. Rappelez-vous, ça va pas trop vite? Un peu trop vite. Bon. Un peu trop vite. Et en particulier de nos meilleures écoles, celles que le monde entier nous envie. Rappelez-vous, il fut un temps où les écoles d'ingénieurs formaient des ingénieurs et non des banquiers. Il fut un temps où les écoles de commerce formaient des entrepreneurs et non des banquiers. Il fut même un temps où l'école nationale d'administration formait des serviteurs de l'État et non des banquiers. C'est bien ça. Oui, c'est bon. C'était dans les notes, on avait écrit ENA, mais École nationale d'administration, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Vous aviez raison. Maintenant, allons au passage sur la modestie. À quelle heure vous prenez la parole? À minuit, 1h, enfin si je prends la parole. Comment ça? Non, mais je prendrai la parole si je le juge nécessaire. Entrez. Alors, c'est discours, monsieur le maire. Merci Jean-Pierre. Allez-y, on y va sur la modestie. Attendez. Voilà. La droite va nous dire, quand je dis la droite, j'ose dire la droite, mais aussi une partie de la gauche. Non, mettez ça entre parenthèses parce que je viens de dire du mal des enfants de profs, je ne vais pas dire du mal de l'autre moitié du parti. D'accord. La droite va nous dire, on ne peut pas se passer de la finance. Nous avons plus que jamais besoin d'emprunter de l'argent, de toujours plus emprunter. Peu importe s'il n'y a plus d'argent, si le système économique est à bout de souffle et ne produit plus de croissance. Au meilleur d'entre nous de trouver des moyens toujours plus risqués de fabriquer l'argent dont nos économies malsaines ont besoin. Alors, économie boursouflée au lieu de malsaine. Vous ne pensez pas? Ouais. Entrez, oui. Paul, ça se corse. Le blocage risque d'arriver plus vite que prévu. Je peux finir mon discours ou pas? 2 minutes. Bon, alors, au meilleur d'entre nous de trouver des moyens toujours plus risqués de fabriquer de l'argent. Je dis, ça on l'a dit, hein, si la richesse vient à manquer, si les milliards des banques et des plus riches ne sont plus que du vent dissimulé dans des paradis fiscaux. Non mais du vent dissimulé, c'est pas possible. Oui? Ouais, mais qu'est-ce qu'on met à la place? Alors attends, excusez-moi, je vais prendre votre place. Alors, je dis, si la richesse vient à manquer, si les milliards des banques et des plus riches ne sont plus que du vent dissimulé dans des paradis fiscaux, alors, peut-être, le temps des chemises françaises fabriquées en Chine pour 1 euro est-il révolu? Celui des pots de yaourt fabriqués à 3000 km des yaourts eux-mêmes appartient-il au passé? Peut-être est-il temps de rendre le fonctionnement de nos sociétés, de nos économies plus simples, moins fous, plus justes, plus décents. Ça doit être cela la gauche aujourd'hui. Peut-être est-il enfin venu le temps de l'instruction pour tous, de la responsabilité de tous. Peut-être est-il enfin venu le temps de la modestie. Bon, vous imprimez, vous distribuez ça à tout le monde et vous leur dites qu'il remplace et il annule l'autre discours. Ok? Ok. Merci beaucoup, beaucoup.
depuis vous